Alors tout d'abord, un très grand merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés aussi vite à cette chaîne. C'est extrêmement stimulant et ça me met une belle pression. Alors dans cette vidéo, il sera question de la folie de Van Gogh, sujet délicat, qui semble parfois se mettre en travers de la compréhension de l'œuvre du peintre. Alors j'ai pas la prétention de pouvoir faire le tour de la question, mais une petite mise au point peut être utile. Une chose qui m'a toujours frappé en consultant les listes interminables de livres sur Van Gogh, c'est le nombre d'études médico-psychiatro-psychologiques consacrées au personnage. Et je dis bien le personnage et non la personne. Je reviendrai sur ces deux notions et leurs différences un peu plus tard. Parfois, l'attention qu'accordent les professionnels de la santé mentale à Van Gogh donne des résultats précieux, comme cet ouvrage de 1928 qui résume bien presque tout ce qui suivra. Il a l'avantage d'une grande proximité avec son sujet, puisque ses auteurs, à défaut d'avoir parlé à Van Gogh en personne, ont pu réaliser des enquêtes auprès de témoins de première main. Alors, le premier, le docteur Doitteau, s'est rendu, je le cite, en pèlerinage au lieu où souffrit Van Gogh. Et le second, le docteur Edgar Leroy, était le successeur du docteur Perron à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, où le peintre avait été interné pendant 1 an. Il a donc pu consulter la documentation et les archives de l'asile en connaissance de cause. Enfin, ce livre est préfacé par Paul-Louis Gachet, qui avait fait la connaissance de Van Gogh quelques semaines avant sa mort et qui était fils du docteur Paul-Ferdinand Gachet et qui avait été le dernier médecin à ausculter Van Gogh avant son suicide. Alors le fils, Paul-Louis, avait eu un accès privilégié et même exclusif aux notes et documents de son père, ce qui peut lui conférer une certaine légitimité. Une des dernières phrases de sa préface, pourtant enthousiaste, est fort sage. La plus grande circonspection est de rigueur. Et comme lui, je reste toujours un peu méfiant en la matière. Il me paraît pas évident de faire précisément le diagnostic psychiatrique et ou psychologique d'un homme qu'on n'a jamais rencontré. Et je me méfie toujours de l'objectif de l'opération. Car que cherche-t-on à comprendre au juste? Des faits médicaux? Alors pourquoi pas? Mais au lieu d'analyser un mort, si c'est la médecine qui nous intéresse, n'y a-t-il pas assez de malheureux vivants pour y consacrer sa précieuse énergie? Et si c'est l'art qui les intéresse, ces docteurs auraient-ils l'ambition de montrer qu'il a été canalisé, conditionné, favorisé par la maladie? À titre personnel, j'aime pas trop les certitudes concernant des catégories aussi floues que celles que je vois décrites dans ces études. Je n'arrive jamais à comprendre où s'arrête la qualification donnée par exemple pour bipolaire. Alors apparemment on peut l'être à divers degrés, de manière fluctuante, et ça se complique assez systématiquement d'autres soucis. Qu'on les désigne en tant que facettes de la psychologie d'un individu, pourquoi pas? Et c'est même sans doute utile, mais qu'on en tire des conclusions pour expliquer les comportements, je trouve que c'est toujours un petit peu rapide et difficilement compatible avec la notion de libre arbitre, qui m'est très chère et dont Van Gogh ne me semble pas dépourvu. Généralement, même s'il n'est jamais très bon de généraliser, les livres et articles qui se penchent sur l'aspect médical de la vie de Van Gogh commencent par écarter tout ce que leurs confrères ont supposé dans le passé. Et ça me rassure quand ça semble trop compliqué, parce qu'au rythme des parutions, je sais qu'il y en aura bientôt une nouvelle qui rendra caduque celle que je tente de déchiffrer. Ces articles sur la santé mentale de Van Gogh, ça commence de son vivant, lorsqu'en janvier 1890, au sujet de toiles exposées à Bruxelles, un journaliste signale que l'art de Vincent est celui d'un aliéné et n'a pas d'autre intérêt. Puis, en 1905, juste après l'exposition d'Amsterdam qui consacre sa gloire, un des premiers articles s'arrête essentiellement à sa folie, qui ne serait qu'une facette de son génie. Mais la liste est longue et loin d'être terminée. Le sésame de la plupart de ses études, surtout après 1914, c'est la volumineuse correspondance du peintre. Assez systématiquement, et faute de mieux, c'en est même la source principale. Une analyse approfondie des lettres permet à Dr Intel et ou au Dr Intel de proposer une nouvelle théorie sur la maladie de Van Gogh. Très récemment, dans le International Journal of Bipolar Disorders, un article de ce genre a été publié par 4 auteurs. New Vision on the Mental Problems of Vincent van Gogh. Results from a bottom-up approach using semi-structured diagnostic interviews. Autrement dit, une nouvelle vision des problèmes mentaux de Vincent van Gogh en se basant non seulement sur les lettres, mais aussi sur des interviews d'historiens d'art. Alors, quelques titres ont fleuri dans les médias pour en rapporter les conclusions. Et un de ces titres accrocheurs était « On sait enfin pourquoi Van Gogh s'est coupé l'oreille ». Alors, je n'ai pas la prétention de comprendre l'article en profondeur, mais je me suis donné la peine de le lire, ou plutôt de le consulter, parce que réellement je ne comprends pas tout. Il est accessible en ligne, en anglais, gratuitement. Donc,
D'après ce que je comprends, il n'apprend pas du tout pourquoi Van Gogh s'est coupé l'oreille. Sa conclusion, que je traduis un petit peu à la volée, est en fait que Van Gogh souffrait très probablement de plusieurs maladies. Un trouble de l'humeur, probablement bipolaire, en combinaison avec des caractéristiques d'un trouble de la personnalité borderline, en tant que vulnérabilité sous-jacente. À cela s'ajoute un trouble de la consommation d'alcool, combiné avec de la malnutrition, qui a conduit, en combinaison avec des tensions progressives psychosociales, à une crise pendant laquelle il s'est coupé une oreille. Ensuite, il a probablement fait 2 déliriums liés à son sevrage alcoolique, suivis par des épisodes dépressifs sévères, dont au moins un s'est accompagné d'aspects psychotiques dont il n'a pas guéri complètement, ce qui a conduit à son suicide. En outre, on ne peut pas exclure l'association d'une forme d'épilepsie à laquelle j'ai rien compris. Si je résume tout ça en un langage plus proche de moi, Van Gogh avait des sauts d'humeur, une personnalité difficile et changeante, buvait trop, mangeait mal, était peut-être épileptique, s'est coupé l'oreille après une dispute homérique avec Gauguin, a fait plusieurs crises de délire pendant une période de dépression et a fini par se suicider. Bon, je ne veux pas faire mon pénible, mais ça ne m'apprend pas grand-chose que je ne savais pas, et ça ne change pas la couleur des tournesols. Je me méfie aussi, toujours comme de la Covid, de ce que ça peut bien laisser sous-entendre. Pourquoi faut-il toujours expliquer Van Gogh par tout ce qui lui échappait, alors que tout ce qu'il mettait en œuvre de manière lucide est tellement plus riche, et explique tellement mieux sa réussite? Les auteurs de cet article ont l'honnêteté de mettre en avant que les lettres de Vincent ne s'adressent pas à des médecins, mais à son frère, sa famille, ses amis. Conformément à l'image que l'on a du saint homme, il souligne qu'il faut par conséquent tenir compte du fait qu'il cherche à rassurer ses correspondants. Bref, nous sommes une nouvelle fois face à ce Saint Vincent imaginaire, un personnage fictif qui se sacrifie pour les autres, qui s'excuse d'exister et surtout ne veut pas déranger. Alors, Van Gogh était exactement l'inverse. Il cherche à déranger, de manière bien lourde et insistante. S'il manipule la réalité, c'est certainement pas pour rassurer Théo, mais au contraire pour l'inquiéter, et souligner toujours et encore qu'il faut que son petit frère aille jusqu'au bout de leur aventure commune qui, je le rappelle, est de constituer un capital en tableau financé par Théo, produit par Vincent, et destiné à rapporter un jour des intérêts confortables. Mais je reviendrai sur cette question précise dans une autre vidéo. L'essentiel ici est de comprendre qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'écrit Van Gogh, qui n'hésite jamais à adapter la réalité à ses intérêts. Alors ça n'en fait pas un affreux manipulateur pour autant, ça en fait un homme comme tout le monde. Le musée Van Gogh a organisé en 2016 une exposition sur la folie de Van Gogh, accompagnée d'un très bon livre. Et c'est celui-là que je vous recommande. Aux confins de la folie. C'est un ouvrage complet, écrit par des historiens d'art, fins connaisseurs, avec une longue expérience. On y trouve l'ensemble des documents, dûment commentés, qui témoignent des luttes du peintre avec son équilibre mental. Le titre en est très subtil, et suggère avec justesse qu'il s'agit d'un équilibre précaire qui finit par être rompu. Van Gogh s'aventurait en effet aux extrêmes limites de la raison, tombait épisodiquement dans la déraison, mais et s'il y a un rapport évident entre sa fragilité mentale et certains épisodes de son existence, en ce qui concerne son suicide, je pense qu'il y a matière à discussion. Lorsqu'il se tire une balle dans la poitrine le 27 juillet 1890, à mon avis, c'est pas un fou qui le fait, mais un homme en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Mais revenons aux lettres, documents principaux servant de source à ses analyses psychiatriques sans cesse renouvelées. Elles ne sont donc pas fiables en tant que source de vérité, puisqu'elles ne contiennent que la vérité que leur auteur veut bien y mettre. Alors qu'est-ce qui reste pour conclure à son déséquilibre mental? Eh bien, en fait, quand même, pas mal de choses. Tout d'abord, un épisode assez mal documenté, mais non moins spectaculaire, survenu en 1880, alors que Vincent est en train de vivre le point culminant d'une crise de fanatisme religieux qui se terminera par sa conversion à l'art. Son père, désespéré de le voir se livrer à des comportements extrêmes et constatant qu'il refuse d'entendre raison, sa raison, entreprend de le faire interner, sans succès. 2 ans plus tard, après qu'il a opéré son changement de voie professionnelle et qu'il s'est jeté littéralement à corps perdu dans le dessin, sa famille envisage de le faire mettre sous curatelle dans la mesure où ses choix de vie, dont celui de vivre avec une ancienne prostituée et ses enfants, s'apparentent selon eux à une irresponsabilité manifeste. Et là encore, l'initiative ne fut pas suivie d'effet. Comme auparavant, durant la petite dizaine d'années qu'aura duré sa carrière artistique, le peintre aura le don d'exaspérer son entourage, et en premier lieu son frère Théo, qui était pourtant son principal soutien.
Leur cohabitation à Paris, par exemple, qui a duré 2 ans, était un chemin de croix pour le jeune et diplomatique marchand d'art. Vincent se fâchait avec tout le monde, ou plutôt fâchait tout le monde, parce qu'il était parfaitement intransigeant et totalement incapable, comme toujours, de comprendre que l'on ne puisse pas voir les choses comme lui il les voyait. Plus tard, Paul Gauguin, qui a vécu durant 2 mois sous le même toit que lui à Arles, écrira que Van Gogh avait le cerveau brûlé. D'après son témoignage, Van Gogh écrivait des textes énigmatiques sur les murs, avait des changements d'humeur brusques et imprévisibles et, après une dispute entre les deux artistes le 23 décembre 1888, Vincent s'est quand même tranché l'oreille gauche, acte d'automutilation le plus célèbre de l'histoire de l'art. Et avec cet épisode, il ne reste pas beaucoup de place au doute, Van Gogh était bien fou. Les gendarmes le ramassent dans une mare de sang, il se fait enfermer dans un cabanon à l'hospice d'Arles pendant plusieurs jours et quand il en sort, ses voisins adressent une pétition à monsieur le maire pour qu'il soit à nouveau enfermé, considérant qu'il constitue un danger pour les autres et pour lui-même. Mais qu'est-ce qui a réellement provoqué cette crise spectaculaire ? Je respecte évidemment les kilomètres d'analyses psychopsychiatriques qui ont été écrits jusqu'à maintenant, et il n'y a aucune raison de croire que ça va s'arrêter, et pour les progrès des sciences médicales, c'est sans doute une très bonne chose. Mais je me dis aussi que lorsqu'on traîne plusieurs maladies vénériennes comme Van Gogh, que l'on boit beaucoup trop d'absinthe et trop souvent, que l'on a déjà au départ un tempérament de feu, que l'on se nourrit surtout d'oignons et d'ail sous l'influence d'un livre de médecine populaire, qu'on fume sans arrêt des quantités excessives de tabac trop fort pour son effet narcotique, qu'on résiste à la fatigue en avalant de trop grandes quantités de café, qu'on passe trop de temps seul, perdu dans ses calculs, ses projets grandioses et ses profondeurs philosophiques, sans jamais prendre un jour de congé, que l'on a passé des mois en plein cagnard, sans en avoir l'habitude, que l'on voit des chefs-d'œuvre s'enchaîner sous la frénésie contrôlée, non, domptée de ses pinceaux, avec ce sentiment d'urgence né de la conscience que cet état de grâce artistique n'est pas fait pour durer, eh bien celui qui ne finit pas par craquer, il n'est pas encore né. En fait, à la lecture des lettres, on se rend compte que Van Gogh a cherché délibérément jusqu'où il pouvait aller, ce qu'il ne savait pas, jusqu'à ce qu'il aille trop loin. Et est-ce donc la folie qui conditionne son œuvre, ou son œuvre qui conditionne sa folie ? Lorsqu'il peint, Van Gogh était-il fou ? Eh bien, je ne crois pas. Ses tableaux, dessins et lettres, à quelques très rares exceptions près, ne portent aucune marque de déraison. Et ce n'est pas le spectacle de sa déraison qui nous émeut dans ses œuvres, mais au contraire, le partage de son humanité, dans toute sa vulnérabilité. La production de ces toiles lui demandait une concentration sans faille, totale. Il devait mobiliser l'ensemble de ses facultés mentales et physiques pour combiner la vitesse d'exécution, la précision de la touche, le calcul des harmonies, des couleurs et des volumes, l'appréciation de la perspective et des proportions. Et tout cela au service de projets qui allaient systématiquement au-delà du simple tableau, qui répondaient à des logiques sérielles, d'œuvres destinées à cohabiter de manière à se mettre mutuellement en valeur. Mais il l'explique mieux que moi. Je le cite, « Mais lorsque je reviens d'une séance comme ça, je t'assure que j'ai le cerveau si fatigué, que si ce travail-là se renouvelle souvent, comme cela a été le cas lors de cette moisson, je deviens absolument abstrait et incapable d'un tas de choses ordinaires. Dans ces moments-là, la perspective de ne pas être seul ne m'est pas désagréable. » Eh bien souvent, je pense à cet excellent peintre Monticelli, qu'on a dit si buveur et en démence, lorsque je me vois revenir moi-même d'un travail mental pour équilibrer les 6 couleurs essentielles, rouge, bleu, jaune, orange, lilas, vert, travail et calcul sec, et où on a l'esprit tendu extrêmement comme un acteur sur la scène dans un rôle difficile, où l'on doit penser à 1000 choses à la fois dans une seule demi-heure. Après, la seule chose qui soulage et distrait, dans mon cas, comme dans d'autres, c'est de s'étourdir en buvant un bon coup ou en fumant très fort. L'effort que Van Gogh fournissait en peignant n'était pas ponctuel mais quotidien, permanent. Il appelait ça la vie artistique, qui n'était pas compatible avec la vie réelle. La vie réelle, selon lui, consistait en la production d'enfants. La vie artistique consistait à produire des œuvres d'art. Il ne voyait pas la possibilité, pour lui en tout cas, de combiner les deux. Il était littéralement entièrement dévoué à sa peinture. Cet effort herculéen l'a terrassé. Il s'est mis en sur-régime, tout en sachant très bien qu'il prenait là des grands risques. Et fatalement, son corps et sa raison ont lâché en décembre 1888 en pleine fièvre de travail, puisque même son amitié avec Gauguin et les discussions électriques qu'il menait avec lui faisaient partie intégrante de la constitution de son œuvre. Mais jusque-là, jusqu'à ce qu'il se tranche l'oreille, sa peinture n'était pas celle d'un fou,
ou alors celle d'un fou de peinture, comme Hokusai était un fou de dessin. Et par la suite, sa peinture a-t-elle changé? Dans la perception des autres, certainement, au moins en partie. L'histoire est rapidement devenue fameuse. Il faut dire que c'est pas tous les jours qu'un individu se tranche une oreille. Et c'est là qu'il devient personnage, et non plus la personne qu'il était. La différence est simple. Le personnage, c'est l'individu qui fait partie d'une histoire qu'on raconte. Et la personne, c'est l'individu qu'on rencontre. À partir du moment où Van Gogh devient connu, comme presque tous les gens connus, sa personne se double d'un personnage. Pour l'historien, il faut tenir compte des deux, puisque l'un va influencer l'autre. Mais il faut aussi savoir les distinguer, ce qui, dans le cas de Van Gogh, est aussi nécessaire que difficile. Mais revenons à cette notion de folie. Elle a ceci de confortable qu'elle permet de ranger dans une petite boîte bien étiquetée des comportements que l'on ne comprend pas, qui font peur et ou qui paraissent incompatibles avec les rapports humains consignés, validés par des lois sociales définies par la culture du moment. On y range les déviances, les désordres, l'imprévisible ou le trop prévisible, les manies comme les phobies, les névroses, les psychoses. C'est infiniment complexe et c'est flou. On peut y ranger en fait n'importe quoi et n'importe qui, sitôt que le comportement perçu est différent de celui de la grande majorité des autres. Littéralement, on y range ce qui dérange. Et dans ce sens, si la folie est définie par le regard de ceux qui se considèrent normaux, Van Gogh était certainement fou de sa naissance à son dernier jour. Mais moi je préfère dire qu'il était différemment normal, et que son comportement était le fruit de choix délibérés. Quand il voulait devenir pasteur, il avait décidé de ne pas le faire à moitié, mais d'y mettre toute son âme. C'était un engagement hors norme, entier, en décalage total avec les vocations prudentes de ses camarades. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi de prendre le texte de la Bible à la lettre, prenant au mot les sermons, les cantiques et les paraboles. Les évangiles lui enseignaient de sacrifier son confort matériel, de bonheur terrestre, à ne pas craindre la souffrance, à résister aux tentations et à faire pénitence quand il ne résistait pas. Alors ça se traduisait par une discipline extrême, des privations et des autoflagellations qui ne manquèrent pas d'étonner son entourage et même de leur inspirer de la crainte. Aux yeux de son père, pourtant pasteur, l'engagement de son fils allait beaucoup trop loin. Alors que Vincent ne pouvait pas concevoir qu'on puisse aller trop loin sur la voie du salut. Quand il se jeta dans l'art, c'était avec la même ferveur. Il citait volontiers une biographie de Jean-François Millet qu'il adorait. Dans l'art, il faut y mettre sa peau. Et cette ferveur suscita le même étonnement et les mêmes inquiétudes autour de lui que lorsqu'il était engagé dans la religion organisée. Vincent fit le choix de se mettre en danger en pleine conscience, en pleine clarté d'esprit. Il savait que l'art était une maîtresse jalouse et jamais satisfaite. Il savait que le prix à payer pour espérer parvenir à un quelconque résultat était de tout donner, tout et encore un peu plus. Un supplément d'âme, de cœur ou de corps qu'il ne pouvait produire qu'à force d'excès et d'abus. Son art n'est donc absolument pas celui d'un fou, c'est celui d'un homme entier qui a choisi de risquer la folie et qui l'a payé très cher. Après la crise de l'oreille coupée, Van Gogh restera encore quelques mois à Arles, puis choisira, encore en pleine lucidité, de se faire interner à Saint-Rémy-de-Provence. Il écrivait qu'il savait qu'on pouvait se casser une jambe et s'en remettre, et qu'il découvrait maintenant qu'on pouvait se casser le cerveau et s'en remettre aussi. Parmi les œuvres les plus émouvantes qu'il nous ait laissées, il y a cette confrontation saisissante avec ces crises de démence et leurs conséquences. Il les regarde littéralement dans les yeux. La première, la plus explicite, c'est son autoportrait à l'oreille bandée. Il faut oser, il faut assumer. Immortaliser sa faiblesse et y faire face, ça c'est le signe d'un courage hors norme. Il utilise une forte opposition de rouge et de vert, une combinaison de couleurs qu'il avait déjà utilisée auparavant, pour expliquer ce qu'il appelait les terribles passions humaines. Des passions qui peuvent mener à la folie. La seconde œuvre est moins directe, mais non moins évidente. Cette nature morte, c'est l'inventaire de ses excès. L'alcool, le tabac, le café, la mauvaise nourriture inspirée par un mauvais livre, L'annuaire de la santé de François-Vincent Raspail, et le tout posé sur une table à dessin, c'est-à-dire son travail même. Et sur cette table, on trouve encore une autre source de survie, une lettre de Théo, dont le timbre indique qu'elle contenait de l'argent. Une allumette éteinte signale que si c'est bien ce qui lui permet de tenir, cela n'est jamais que trop court. Enfin, il peint un mystérieux objet rouge, peut-être un bâton de cire à cacheter, et une chandelle en équilibre précaire, posée au bord de la planche. Alors cette chandelle, c'est un symbole bien connu, de la fragilité de l'existence et du temps qui passe. Son chaos, ses abus, cause de sa folie, Vincent les étale, les contemple et il les partage, en toute lucidité. Enfin, il y a encore l'autoportrait d'Oslo, peint juste après une psychose, l'air hagard, tête basse, battu, l'antithèse absolue de l'orgueil.
Il faut l'apprécier en regard de l'autoportrait qu'il envoya à sa mère, qui s'y oppose en tout point. Celui-ci, il est fait pour rassurer là où le premier est un document terrible, une confrontation sans ménagement avec son âme abîmée, jetée sur la toile avec le courage d'un Rembrandt. Comme bien souvent, Vincent avait pressenti qu'il sombrerait. Il écrivait à son frère Théo « Non seulement mes tableaux, mais surtout moi-même dans ces derniers temps, j'étais devenu hagard, comme Hugues van der Goes, dans le tableau d'Emile Wouters à peu près. Seulement, m'étant fait soigneusement raser toute ma barbe, je crois que je tiens autant de l'abbé très calme dans le même tableau que du peintre fou y représenté si intelligemment. Et je ne suis pas mécontent d'être un peu les deux, car il faut vivre. » Après 1 an dans l'asile de Saint-Rémy, un séjour dont je parlerai plus en détail dans une autre vidéo, Van Gogh se sentit suffisamment fort pour retourner à Paris et s'installer dans ses environs. Il mit ce plan à exécution avec un calme olympien, et c'est en grande forme physique qu'il s'attaqua au village proverbialement pittoresque d'Auvers-sur-Oise, en sabrant un chef-d'œuvre après l'autre. Le médecin qui l'accueillit sur place, le docteur Gachet, ne s'inquiéta pas de son état, et la famille Ravoux, qui tenait l'auberge dans laquelle il prit pension, ne remarqua rien d'inhabituel durant les 10 semaines qu'il passa chez eux. Durant ces semaines tant commentées, aucun esclandre, aucun scandale, aucune crise. Rien d'objectivement documenté ne permet de dire que c'est une maladie qui a repris le dessus, que c'est une crise qui l'a emporté et qui l'aurait mené à son suicide. On constate l'installation d'un état dépressif durant les dernières semaines, lié à un manque de perspective à court terme et principalement motivé par le fait que Théo, diminué par la syphilis, embourbé dans sa vie professionnelle et débordé par sa vie familiale, ne lui accorde pas toute l'attention qu'il lui demande. Vincent choisit alors de mettre un terme à son aventure terrestre en parfaite lucidité et décide, en connaissance de cause, d'échanger sa vie contre son immortalité. Et comme il le dit lui-même, pour le bien de tous. En résumé, dans la mesure où Van Gogh ne peint pas lorsqu'il traverse des crises de démence, et que son suicide n'est pas motivé par une santé mentale défaillante, l'éternelle question sur la limite floue qui existerait entre son génie, dont la preuve serait son travail, et sa folie, dont la preuve ultime serait son suicide, me paraît complètement hors de propos. Le génie de Van Gogh, mais existe-t-il seulement? À mon avis, pas le moins du monde. La notion de génie, comme celle de talent, suggère une espèce de faveur divine, un don tombé du ciel, dû au hasard, qui serait responsable de la réussite d'un projet particulier, et non l'audace, le travail et la volonté d'un individu. Or, Van Gogh ne doit rien à quoi que ce soit d'autre qu'à son engagement entier, son travail inlassable, son obstination et sa vision. Il n'avait pas de talent. Il suffit de regarder ses premiers dessins pour s'en rendre compte. Il avait tout simplement la conviction que son travail mènerait à quelque chose et qu'il arriverait à mettre un peu de sentiment, d'intégrité dans des œuvres qui ne seraient jamais parfaites, mais qui seraient appréciées, aimées par d'autres, à condition qu'il y mette sa peau. Il avait raison. Les millions de personnes qui se déplacent chaque année pour voir ses toiles et les lieux où il a vécu en sont le témoignage le plus éclatant. Van Gogh n'était ni fou, ni génial. Il était insupportable et obstiné. Il était celui qui, en dépit de tout un catalogue de maladies physiques et de difficultés psychologiques, sans arriver à parler à qui que ce soit directement, a réussi à parler à tout le monde par le biais de ses œuvres, à force d'y croire et de s'en donner les moyens. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner.